Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo qui va tourner autour d'un calibre hyper iconique qui est le 308 Winchester. Ce calibre il m'a été beaucoup demandé et clairement c'est un calibre que je ne pouvais pas passer à côté. Bon, ce que je vous propose c'est qu'on va changer un petit peu le format de la vidéo par rapport à d'habitude. On va faire une première partie très historique sur comment et quelle a été l'idée derrière ce calibre, qu'est-ce qu'il était censé résoudre, qu'est-ce qu'il était censé apporter. Dans une deuxième partie, on va faire un comparatif de ce calibre par rapport à d'autres calibres pour simplement remettre l'église au centre du village. Je pense qu'on surévalue sur certains côtés le 308 et que on va comparer le 308 à d'autres calibres pour vraiment, clairement avoir un vrai comparatif qui tienne la route. Dans une dernière partie, je vous propose de vous donner mon avis qui est très personnel sur pourquoi il vaut mieux utiliser un 308 et pourquoi sur certaines applications il vaut mieux passer à autre chose. Ça ne sera que mon avis personnel, ce n'est pas parole d'évangile, vous en prenez ce que vous voulez bien en prendre. Donc clairement, dans une première partie, sur le côté historique, on va vous expliquer comment on est passé de ça à ça, du 3006 au 308. C'est parti. Non mais comment ça, t'as toujours pas ton patch 308 addict? Bon, petit moment pub, je suis désolé. L'idée c'est qu'on est en train de développer avec un ami une série de différents patchs qui permettent de customiser votre matériel, le tien notamment. L'idée c'est que ces patchs sont disponibles en lien dans la description, ils permettent de financer une partie de la chaîne et de me libérer du temps pour pouvoir faire du contenu, des vidéos, tout simplement être un peu plus présent ici et un peu moins ailleurs. Voilà l'idée. Donc le patch disponible en description. Allez, petit retour dans le passé, on va se remettre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés viennent de remporter la guerre. Ils se retrouvent du coup victorieux avec des armes qui sont devenues aujourd'hui complètement emblématiques, comme le MA Garand et le Springfield 1903. Carabine qui utilisait la munition de 30-06 Springfield, qu'on n'a plus à présenter, d'ailleurs elle a déjà été présentée dans une vidéo, je vous invite à aller la regarder. Et donc cette munition-là, clairement, elle a fait le taf, elle a fait le boulot pendant deux guerres mondiales, la première et la deuxième. Mais il y a eu des signaux faibles à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui montrent qu'il est peut-être temps de faire évoluer ce 30-06 et que finalement on peut peut-être encore le rendre un peu plus future-proof pour de futurs combats armés. Ces signaux faibles, je vais en citer un par exemple, c'est la STG-44 qui a été sortie à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, qui est, on va appeler ça l'ancêtre de tous les fusils d'assaut modernes, qui utilisait des petites munitions, c'est le 7,92 par 33 avec des chargeurs de 30 coups, des cadences de tir assez rapides, 500 coups par minute. Et clairement, ce genre d'armes, sur le champ de bataille, ça fait le boulot, quoi. Parce que les champs de bataille modernes, on s'amuse plus à tirer le mec à 600 mètres ou à 800 mètres. C'est pas vraiment l'objectif du fantassin. Le fantassin, il est plutôt sur des tirs à courte portée, du combat urbain ou du combat de tranchée ou des trucs de ce genre-là finalement, ou bien de la jungle, parce que vous verrez un petit peu plus tard, quelques années plus tard, le bordel du Vietnam. Mais voilà, clairement, on n'a pas besoin d'une munition qui est aussi performante, aussi péchue que le 30-06, il va peut-être falloir le retravailler. Ça, c'est le premier constat. Et donc, leur cahier des charges, pour ça, ça a été, ok, on va changer le 30-06. Pour ça, l'objectif, ça va être de diminuer le recul. On va diminuer le poids de la munition au grand global pour que le fantassin soit un petit peu allégé, mais ça nous permettra également de prendre plus de munitions et donc d'avoir plus de puissance de feu puisqu'on a plus de munitions qui peut être portée par le fantassin. On va ensuite diminuer le recul perçu, ce qui va permettre surtout de favoriser l'utilisation sur des armes semi-automatiques ou automatiques. Quand on a des reculs de malade, c'est très difficile d'enchaîner les coups sur une arme semi-automatique, on a le nez qui se lève, on doit passer du temps entre les coups, et c'est peut-être pas forcément super intéressant dans le cas de combat rapproché où il faut enchaîner rapidement les coups. Mais bon, voilà, vous voyez l'idée, ils veulent aller à un objectif, mais on a quand même des contraintes industrielles. Les contraintes industrielles, c'est qu'on a investi énormément de pognon pendant la Seconde Guerre mondiale pour fabriquer ces projectiles de calibre 30, qu'on a quand même sorti à des millions, si ce n'est des milliards, de quantité. On va rester sur un calibre 30, comme ça permettra de réutiliser l'outillage qui a été développé pour la fabrication des projectiles du 30-06. Donc l'idée, c'est un 30-06 qui va perdre un petit peu en taille et qui va perdre un petit peu en performance, ce n'est pas grave de toute façon, le 30-06 c'est too much pour ce qu'on veut en faire. Et donc, ils vont pas partir de zéro les mecs, parce que des calibres, comme vous pouvez le voir sur le poster, il y en a des chiés, il y en a bien un qui va être pas si loin de ce qu'on cherche comme objectif. Et en cherchant, ils n'ont pas besoin de chercher beaucoup d'ailleurs, ils sont tombés sur le 300 Savage, qui avait été développé en 1920, qui a été surtout développé pour des carabines à verrou. Bon, c'est là où déjà, ok. D'un point de vue dimensionnel, on n'est pas trop loin de ce qu'on veut, mais l'idée, l'arme qui doit accepter ça, c'est pas forcément nous, notre arme cible. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apporter des modifications à cet étui de 300 Savage
pour le rendre compatible avec leurs spécifications et tout simplement ce qu'ils veulent en faire. Moi ce que je vous propose c'est que là on va mettre côte à côte, à gauche la norme CIP de la 300 Savage, à droite la norme CIP de la 308, et comme ça on va pouvoir mettre côte à côte les deux munitions pour que je vous montre un petit peu l'intérêt de quelques modifications qui ont été faites. On va pas rentrer dans le micro détail de toutes les dimensions, mais dedans je vois 4 données techniques qui sont assez importantes à mettre en lumière. Premier détail, on va regarder la cote L3. Donc déjà la cote L3 c'est la longueur hors-tout. La longueur hors-tout de la munition passe pour le 300 Savage de 47,52 mm à 51,18 mm. Cette donnée, elle est importante puisque ça montre qu'on va avoir une munition qui va être un petit peu plus longue, qui va permettre d'avoir une capacité de chargement un peu plus importante puisque on a plus de volume de poudre. L'idée étant quand même, on veut diminuer la performance du 30-06, mais on veut pas non plus un truc anémique. Il faut quand même qu'il y ait assez de puissance de feu. Ensuite, un deuxième élément que je trouve vraiment notable et qui est hyper important, c'est un micro détail mais ça a toute son importance, c'est la cote R. La cote R, c'est la cote qui donne l'épaisseur tout simplement du petit bourrelet qu'il y a en bas de l'étui, bourrelet qui accepte la griffe d'extraction. La griffe d'extraction vient vraiment en buter contre cet élément et c'est elle qui vient sortir la munition et l'étui de la chambre. Et cette cote, elle a été augmentée de quasiment 10%. On passe de 1,24 mm à 1,37 mm et ça, c'est un changement notoire. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec une épaisseur qui est plus importante, donc une résistance plus importante à l'extraction, et ça c'est très important, il faut remettre dans le contexte. J'utilise ça dans une arme automatique ou semi-automatique, le canon chauffe énormément. J'ai une munition qui vient se chambrer dans une chambre qui est chaude, la munition va monter en température de manière exponentielle, et il suffit que je tire 30 secondes, 1 minute après que cette munition soit chambrée et bouillante, et ma munition va pouvoir développer des pressions titanesques. Ces pressions, va faire que l'étui va fortement se dilater, et s'il se dilate fortement, il va coller fortement à la chambre. Et en collant fortement à la chambre, il va falloir une certaine force pour l'extraire, et notamment cette force, pour ne pas qu'elle soit tellement importante qu'elle pète le petit bourrelet, on s'est dit on va blinder le bourrelet pour éviter de casser les bourrelets et de se retrouver avec un étui qui est bloqué dans la chambre. C'est quand même un peu emmerdant sur le champ de bataille d'avoir un étui qui est bloqué dans la chambre. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé sur une carabine, sur un stand de tir, on doit sortir la baguette, taper dessus, etc. C'est vraiment pas marrant. Alors j'imagine même pas au milieu des combats, Maurice, t'as pas une baguette? Non, je l'ai oublié. Alors là, t'es un petit peu dans la merde. Donc clairement, c'est une cote qui est hyper importante pour la sécurité du soldat. Une deuxième cote qui est hyper importante, c'est la cote E. La cote E-mine, c'est la cote de la rainure qui est située au-dessus de ce petit bourrelet. Et cette rainure, elle est importante surtout pour l'arme. En fait, ce qui se passe, c'est que votre griffe d'extraction, elle va venir s'insérer dans ce retrait. Et en s'insérant dans ce retrait, c'est elle qui va venir extraire la munition. Et encore une fois, comme on va avoir des forces importantes à l'extraction dans certains cas, il faut aussi que notre griffe, elle ne casse pas. Et donc, en l'occurrence, en augmentant la cote E, je peux avoir une griffe d'extraction qui va être un peu plus épaisse, qui va être plus proéminente et qui va surtout me permettre de résister à ces forces d'extraction importantes. Donc là, c'est pour éviter cette fois-ci non pas de casser le culot, mais c'est cette fois-ci pour éviter de casser la griffe d'extraction. Et encore une fois, là, c'est encore plus emmerdant, parce que là, il y a la griffe d'extraction qui pète sur le champ de bataille. Là, t'es pas dans la merde, parce que là, t'es foutu. Là, clairement, ton arme, elle est inutilisable. Une dernière donnée importante qui a été modifiée, c'est la pression de fonctionnement de la munition. La munition de 300 Savage, elle a été développée en 1920 avec les poudres de l'époque et la métallurgie de l'époque, et on avait bridé la munition à 3650 bars. Ça reste assez anémique en termes de pression par rapport à ce qu'on est capable de réaliser dans les années 50. Et en l'occurrence, ils se sont dit qu'on allait augmenter la pression de fonctionnement jusqu'à 4150 bars, pour plusieurs raisons. Déjà, on est capable avec les poudres modernes de l'époque d'atteindre ces pressions sans aucun problème. Et puis en plus de ça, la métallurgie et la manière dont on fabrique les armes a clairement évolué ces 30 dernières années, et que 4150 bars, c'est absolument pas un problème. Autant augmenter la pression de la munition, comme ça, en restant sur un package, un étui qui est plutôt contenu, plus je vais faire monter la pression, plus je vais faire monter la vitesse. C'est intéressant, je gagne en performance sans l'inconvénient du poids de la munition de par son volume. Donc c'est intéressant de gagner en pression pour booster les performances sans avoir à trop contraindre les volumes et les poids des munitions. Et du coup, tous ces changements ont entraîné un gain de performance aux alentours de 60 mètres par seconde entre le 300 Savage et le 308 qu'on connaît aujourd'hui. Alors là, accrochez-vous à votre chaise parce que ça va secouer dans le monde des tireurs sportifs. Depuis tout à l'heure, je parle du 308 Winchester pour parler à tout le monde. En réalité, j'aurais dû utiliser
le nom 7,62-51 OTAN. Puisque cette munition qui est en train d'être développée, c'est une munition qui doit équiper les forces de l'OTAN qui donc du coup les forces alliées qui auront une seule et unique munition qui permet une intercompatibilité entre toutes les armes, les usines de munitions de toutes les forces alliées. C'est quand même plus intéressant que chacun son calibre dans son coin. Et attention, parce que le 7,62-51 OTAN n'est pas exactement le 308. C'est extrêmement proche, mais ce n'est pas le 308. La vraie histoire du 308, c'est que Winchester a flairé l'aubaine. Ils ont senti que ce calibre 7,62-51 OTAN allait très bientôt sortir, et donc ils ont pris un pas d'avance sur l'adoption du 7,62-51 OTAN en sortant 2 ans avant le 308 Winchester. Le 7,62-51 OTAN, il a été adopté en 1954, le 308 Winchester a été mis sur le marché civil en 1952, 2 ans avant. Et ça a été des petits malins et franchement c'est des génies. Ils savaient que le 7,62-51 allait être adopté dans les forces militaires. C'était pour ainsi dire sûr. Les États-Unis portaient le projet contre un calibre, excusez-moi de l'expression, à la con des Anglais, et clairement, ils n'avaient aucune chance. Donc c'était sûr que c'était juste une question de politique, mais le 7,62-51 allait l'emporter. Et donc ils se sont dit, nous, on va surfer sur la vague. On va créer le 308 Winchester, qui est pour ainsi dire le même calibre que le 7,62-51 OTAN. On va modifier quelques toutes petites cotes, on va augmenter notamment, on va changer le positionnement de la prise de rayure, on va changer un petit peu les pressions de fonctionnement, et on va changer très légèrement l'épaulement. Enfin, des micro-détails, je vous mettrai quelques liens en description notamment où vous verrez les détails. Mais ça c'est génial dans l'idée parce qu'en fait ils se sont dit bah voilà, on va faire le 308 Winchester comme étant le calibre le plus polyvalent du monde. Si les mecs nous achètent des munitions 308 Winchester pour leurs armes, eh bien, ils seront capables d'acheter des munitions dans le marché civil, performantes pour la chasse, le tir longue distance, le tir de précision. Par contre, si on tombe sur un client qui n'a pas forcément un gros pouvoir d'achat ou qui veut tirer des munitions en quantité à pas cher, et ben notre 308 Winchester sera compatible également avec le 7,62-51 OTAN et donc il pourra tirer ces munitions de surplus à pas cher qui vont bientôt inonder le marché. Et donc avec un seul calibre, je suis capable de couvrir tout le spectre, du tir de précision à la chasse, au tir un peu plinking récréatif, bref, je peux tout faire avec un seul et unique calibre. Et ça, c'est assez révolutionnaire parce que jusque maintenant, on n'a jamais eu vraiment de calibre qui était capable de faire ça. Et c'est ça la vraie force du 308 Winchester. Ça a été vraiment une super aubaine de Winchester de saisir une opportunité dingue de créer le calibre le plus polyvalent du monde. Bon alors sans rentrer dans le détail parce que c'est pas vraiment l'idée de cette vidéo mais bon c'est quand même intéressant, la grosse différence entre le 308 Winchester et le 7,62-51 c'est qu'on va avoir des épaisseurs de parois un petit peu plus faibles sur le 308 Winchester. L'idée c'est que le 308 Winchester est surtout fait pour des armes à verrou. Et donc les armes à verrou, on a des tolérances de fabrication qui sont plus faibles, on va l'utiliser dans des conditions qui sont quand même moins hardcore qu'un fusil semi-automatique. Donc on va pouvoir garantir des jeux de fonctionnement qui sont plus faibles, donc ça ne sert à rien d'avoir des étuis aussi épais que les étuis de 7,62-51 qui eux doivent fonctionner, je le rappelle, dans toutes les armes de l'OTAN, avec toutes les munitions de l'OTAN. Enfin c'est des tolérances de malade quoi. Alors, en plus de ça, voilà, avec des cadences de tir assez impressionnants, la munition elle doit chambrer facilement, donc ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait un petit jeu de fonctionnement. Pareil, s'il y a une petite merde, un peu de sable ou quoi que ce soit qui tombe dans la chambre, il faut malgré tout que ça chambre. Donc ça veut dire qu'on a des tolérances de fonctionnement entre la munition et la chambre qui est un peu plus grosse sur un 7,62-51 qu'elle ne l'est sur un 308. Ensuite, un deuxième élément, c'est le positionnement des rayures. Le positionnement des rayures sur un 7,62-51 sont un petit peu plus loin que sur un 308. Pourquoi ? En ayant ces rayures qui sont un petit peu plus loin sur un 7,62-51, je vais limiter le pic de pression puisqu'il va falloir que le projectile avance de quelques millimètres avant d'engager les rayures et donc je vais libérer du volume, donc je vais diminuer mon pic de pression. Bon désolé c'est hyper technique, là c'est ma casquette d'ingénieur qui ressort. À l'inverse, le 308 a des rayures qui sont un petit peu plus proches, notamment pour la notion de précision. Plus les rayures sont proches du projectile, plus le vol libre est faible et plus on a tendance à avoir des munitions qui sont précises. Et c'est là où voilà, c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait Winchester, ils ont créé un petit peu le calibre optime qui en fonction de si on achète des munitions dans le commerce ou de surplus des stocks militaires, on est capable d'avoir un peu tout en termes de performance. Et donc ça impose quelques petites recommandations d'usage que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Dans une carabine en 308 Winchester, vous pouvez tirer aussi bien du 308 Winchester que du 7,62-51 OTAN, il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, si vous utilisez une carabine semi-automatique ancienne, du genre une M14 ou ces armes de ce type-là, il est assez déconseillé d'utiliser des munitions de 308 dans ces armes-là qui sont chambrées en 7,62-51, puisque déjà ils n'ont pas été éprouvés aux mêmes pressions, et puis en plus de ça, on a quand même tendance à avoir des pressions de fonctionnement un peu plus élevées sur les 308 du commerce. En plus, les tolérances sont
pas forcément dans le bon sens cette fois-ci, bref, c'est pas réciproque. Un 308 gobe tout, une arme en 308 va tout gober, alors qu'une arme en 7.62-51 ne doit fonctionner qu'avec du 7.62-51. Bon, pour ceux qui l'utilisent avec du 308, à vos risques et périls, mais clairement, je le déconseille. Alors, à peine sorti en 1954, patatrac, une année après, c'est le début du Vietnam. Donc autant dire que c'est directement la mise à l'épreuve de la nouvelle munition. Voilà, les armes sont plutôt fiables. Le M14 et le M60, qui sont donc les deux armes principales qui ont reçu cette munition de 308 Winchester, fonctionnent plutôt bien. Il n'y a pas trop de problèmes de fiabilité, mais bon, c'est quand même la merde au Vietnam. L'humidité, la boue, etc., c'est pas forcément tip-top pour toutes les armes. Montre voilà, que c'est une munition qui fait le boulot, mais on n'a pas été au bout du geste. C'est une munition qui reste trop performante, trop puissante, compte tenu des distances d'engagement. Je suis en pleine jungle, je vois pas à 100 mètres devant moi tellement c'est dense. À quoi bon avoir une munition qui fait 3500, 3800 joules pour tirer un Gugus qui est soit en t-shirt ou soit à moitié torse nu, parce que de toute façon il fait 40 degrés et 90% d'humidité, donc c'est impossible d'avoir des tenues avec des protections et d'avoir des tenues trop importantes. Finalement voilà, on n'a peut-être pas été au bout du geste. Et en même temps, pendant la même période, il y avait un autre calibre aussi qui a fait son apparition hyper rapidement, c'est le 223 Remington avec l'ancêtre de la R15, le M16. Alors il y a eu d'énormes problèmes de fiabilité sur cette arme pendant ce combat-là. Mais ils se sont quand même rendus compte que cette petite munition avec ses gros chargeurs et cette grosse cadence de tir et ce faible recul était quand même nettement plus adapté. Et petit à petit, le 308 a été déclassé du fusil d'assaut du fantassin. Elle a été reclassée dans d'autres usages. Elle a été reclassée sur toutes les armes de soutien, donc notamment le M60, M249, toutes ces armes de soutien où on va avoir de grosses cadences de tir et on va tirer un gros nombre de munitions. Mais également, elle va être dispatchée et plutôt là, on va plutôt partir sur le 308, sur certaines armes assez particulières, notamment aux États-Unis pour les Américains, les armes de précision en fait. Et c'est de là que vient toute la hype qu'il y a autour du 308 avec le fameux M24, le R700, etc. qui en plus a été enjolivé avec tous les Call of Duty et j'en passe et les meilleurs. Mais voilà, c'est comme ça qu'on connaît le 308, c'est plutôt par son côté calibre des tireurs d'élite que par son côté calibre du fantassin qui va à l'assaut. Il n'empêche que le calibre 308 a eu une énorme hype aux États-Unis, notamment sur le tir longue distance, la chasse. C'est un calibre qui est hyper polyvalent, donc qui a vraiment su conquérir les États-Unis hyper rapidement. Ça a été un petit peu plus long en Europe, notamment parce que initialement ce calibre était un calibre militaire et qu'on avait des lois qui étaient quand même assez restrictives autour de la possession d'armes et de calibres militaires. Et il a fallu attendre le milieu des années 2000 pour avoir un changement de législation et venir déclasser un certain nombre de calibres militaires, notamment le 30-06, le 308, le 7.5-55, le 8 Lebel, tous ces calibres militaires qui ont été déclassés. Et c'est à ce moment-là, ça a été l'élément déclencheur pour entraîner une hype phénoménale en France sur il me faut un 308, il me faut cette munition des tireurs d'élite américains pour devenir moi-même un sniper. Alors on se retrouve devant le comparateur balistique entre différents calibres. Le calibre est sur la colonne de gauche. J'ai simulé tous ces calibres dans des canons de 28 pouces. Vous voyez quel projectile a été simulé, donc avec le poids, la marque, le modèle, quel coefficient balistique a ce projectile, et à quelle vitesse Quick Load, donc un logiciel de balistique interne, m'annonce les vitesses maximales atteignables dans cette configuration-là. Une fois que j'ai toutes ces données-là, je vais donc simuler dans un logiciel de balistique externe les chutes du projectile à 500, 750, 1000, 1250, 1500 mètres. Pareil pour la dérive par rapport à un vent de 5 mètres par seconde plein effet. Ensuite, j'ai une colonne avec le recul. Quel est le recul subi par le tireur? Un estimatif de la durée de vie du canon et les énergies cinétiques résiduelles aux différentes distances. Dernière colonne, la distance maximale où le projectile est encore supersonique. Donc passé cette distance, le projectile passe en régime subsonique. Le 308 Winchester, je l'ai simulé avec un projectile de 175 grains Burger VLD, qui est un très bon projectile, pas très courant en France, avec un très bon coefficient balistique pour du 308, 0,262, avec une vitesse de 835 mètres par seconde.
Déjà, vous pouvez déjà le constater par rapport au code couleur, les chutes de ce projectile comparé aux autres calibres sont, c'est le deuxième moins bon entre guillemets dans ce que j'ai simulé. Le pire du pire, c'est bien entendu le 222 Remington tout là-haut, mais bon, voilà, il est là pour montrer que ce calibre n'est pas forcément hyper adapté à du TLD en termes de performance pure. Par contre, c'est une très bonne école parce que ça va vous permettre justement de mesurer les éléments et d'essayer de contrecarrer les éléments. Et là, vous allez vraiment vous battre contre tous les éléments. Et en fait, on se rend compte que le 308, il est un petit peu pareil au final, bon, moins pire que le 222. Mais si on prend l'exemple de la dérive au vent, à une distance de 1000 mètres, on a 3,2 milliradians de dérive sur ce calibre. Quand on compare par exemple à un 708, hein, qui n'est que son cousin, hein, avec un collet réduit à 7 mm, on est déjà plus qu'à 1,5. Si on compare à un 6.5 Creedmoor, on est à 1,4. Voilà, pourtant ça reste des petits calibres, hein. Le 6.5 Creedmoor, le 708, ils ont des dimensions d'étui et des coûts d'utilisation qui sont quasiment similaires à un 308, à condition qu'on recharge. Là, bien entendu, tout ce que j'ai simulé, ce n'est que du rechargement. Je ne compare pas des munitions manufacturées du commerce. Ce serait comparer une marque contre une autre et c'est pas vraiment l'idée. Là, tout le monde est un peu à armes égales. Sauf que voilà, on se rend compte effectivement que le 308 dans une configuration standard n'est pas le plus performant, loin de là. Donc il faut essayer de décorréler ce calibre vraiment du calibre de sniping pur. Moi je le vois plus comme un calibre qui est très hybride justement, qui est capable de faire énormément de choses. C'est un calibre qui est très bon à la chasse, qui est très bon en tir de précision à courte et moyenne portée. Voilà, c'est un calibre très polyvalent, mais il ne faut pas penser que ce calibre est le roi du monde en termes de performance pour du TLD, très très loin de là. Mais donc pour quel utilisateur et dans quel cas j'aurais tendance à conseiller le 308? Moi je conseille le 308 pour toute personne qui a déjà tiré à la 22 Lorif, qui gère bien les basico-basiques à la 22 Lorif et qui souhaite tirer un petit peu plus loin, un petit peu plus précisément, bref, qui veut améliorer ses capacités en tant que tireur. Oui, la 308 est une très bonne école après la 22 Lorif. Par contre, il ne faut pas oublier cette étape de 22 Lorif avant, c'est hyper important, puisque au tir au 308, on devra gérer tout ce qu'on a appris avec la 22, plus la gestion du recul, puisque le 308 est quand même un calibre qui recule un petit peu et qui nécessite une certaine construction de la position pour être régulier. Un deuxième usage que je vois très bien, c'est vous êtes un chasseur à l'affût ou à l'approche, où vous êtes capable de placer très correctement vos tirs, vous n'avez pas de tir réflexe, ce sont des tirs qui sont bien analysés, bien posés et vous avez le temps de les effectuer. Et là, clairement, le 308 est hyper adapté pour ça. On va avoir une létalité avec les bons projectiles qui est extrêmement adapté à tout type de gibier, hein. Clairement, du chevreuil au sanglier, au cerf, au chamois, tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes capable de bien placer votre balle, il n'y a aucun problème. Le 308 est vraiment un très très bon calibre. Je vois aussi un dernier utilisateur possible qui est le tireur TLD qui ne veut pas se mettre à recharger. Voilà, pour des raisons multiples, hein, une question de temps, de connaissances, d'investissement, bref, il peut y avoir plein de raisons pour pas recharger. Il y en a autant pour recharger que pour ne pas recharger. Et si vous ne voulez pas recharger, clairement, le 308 est un calibre qui va être adapté pour vous, puisqu'on est capable de trouver des munitions manufacturées performantes sans avoir à vendre un rein. Donc c'est plutôt assez intéressant dans le cas où est-ce que vous allez tirer un certain nombre de munitions et que vous ne voulez pas recharger. Très clairement, si vous cherchez un calibre pour être compétitif, pour être performant, ou vous avez des ambitions assez fortes, assez importantes sur vos futurs investissements, je ne pense pas que le 308 soit très adapté dans ces conditions-là, puisqu'il existe un bon nombre de calibres qui vont très largement dépasser les performances du 308, et d'autant plus si vous décidez de vous mettre au rechargement ou si vous rechargez déjà. Je ne suis pas certain que le 308 soit vraiment un calibre très adapté aux rechargeurs. C'est un calibre qui est très adapté aux tireurs standards et aux chasseurs standards qui achètent leurs munitions sur les étals des différents magasins. À partir du moment où on recharge, je trouve que le 308 perd clairement de son intérêt.